Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 9 avril 2025, cela fait exactement 26 ans que le président Ibrahim Barry Ménessara a été froidement assassiné sur le tarmac du groupement aérien. Un vendredi fatidique du 9 avril 1999 pour la famille du général Barré qui vient de perdre un fils, un frère et un père. Un homme courtois, humble, patriotique et anti-impérialiste qui a osé contre toute attente briser l'embargo imposé par les États-Unis contre la Libye et effectuer par la même occasion un voyage à Cuba. Un acte hautement courageux d'un officier supérieur de l'armée nigérienne très respecté qui a été un compagnon du président Séni Kountché. Recommandation des Assises nationales pour la refondation, un espoir pour la famille Barré de connaître la vérité 26 ans après l'assassinat du président Ibrahim Barry Ménessara. C'est le thème de notre débat de ce soir où nous avons invité à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de l'assassinat du président Barré quelques-uns de ses proches qui vont témoigner sur la disparition de cet homme d'État. Nos invités sont Dr Ilo Al-Mustafa, ancien ministre de la Santé publique du président Barré, ancien président du Conseil de l'Ordre des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Niger. Monsieur Jibril Barry Ménessara, ancien conseiller spécial et frère cadet du président Barré pour les questions économiques et financières. Monsieur Ablaye Seydou, président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD, coordonnateur national du mouvement M62, et monsieur Nuhu Arzika Mahamadou, président du mouvement pour une citoyenneté responsable MPCR. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler de l'assassinat du président Barré intervenu le 9 avril 1999 et de cette recommandation des Assises nationales qui demande de faire toute la lumière sur ce crime odieux. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 avril 1999 sur le tarmac de l'aéroport Jori Hamani? Comment et pourquoi on est arrivé à cette situation? Qu'est-ce qui peut justifier un tel crime? Que dit de manière concrète cette recommandation des Assises nationales qui demande de faire la lumière sur l'assassinat du président Barré? Ce sont là plusieurs questions dont nous allons en débattre au cours de ces débats. Et pour commencer cette question, qu'est-ce qui s'est passé au matin du 9 avril 1999? Monsieur Al-Mustafa, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Jour fatidique. Oui. Comme je l'ai souligné en introduction. Voilà. Du 9 avril. Un mois juste avant que le défunt président Barré ne fête ses 50 ans, parce qu'il est né le 9 mai 1949, si je ne m'abuse. Moi, j'étais à l'hôtel Le Gawé pour discuter du 8e FED avec les partenaires. D'accord. Pendant que je prononçais mon discours, mon chauffeur est venu perturber un peu le truc parce qu'il a appris ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai chargé le SG de continuer la réunion. Je suis sorti, je me suis présenté à l'hôpital national. Et c'est là que j'ai vu les blessés et tout. J'ai demandé où se trouve le président. Les gens m'ont dit, ils ne savent pas où se trouve le président. Mais ça s'est passé au tarmac de l'aéroport. Donc j'ai dit à mon chauffeur et à mon garde du corps de rester. Et je vais partir tout seul à l'aéroport militaire pour voir ce qui s'est passé. Quand je suis passé là-bas, j'ai trouvé des militaires qui m'ont entouré. J'ai dit, mais vous ne me connaissez pas? Ils ont dit, si. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est le président? Parce que j'étais à l'hôpital, je n'ai pas vu le président. Ils m'ont dit, est-ce que vous n'avez pas rencontré en cours de route un Véléra? J'ai dit, si, j'ai croisé le Véléra au rond-point 6e. Ils m'ont dit, le président est mort. Son corps se trouve dans le Véléra. Donc, j'ai dit, OK. Donc, je me préparais à démarrer pour partir. J'étais vraiment triste. Et au moment où j'ai démarré, ils ont tapé sur le coffre arrière du véhicule. Je me suis arrêté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont donné un sac qui contenait la jambe du président Barré. Bon, quand j'ai pris le sac, moi, je n'ai pas regardé dans le... Tout à fait. Je suis arrivé, à l'époque, ce n'était pas bitumé. Je suis arrivé au niveau de la station, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, Petroba. À l'époque, ça n'existait pas. Je me suis arrêté pour regarder. Et j'ai reconnu la chaussure du président Barré, parce que je sais quelqu'un. Bon, je suis allé directement à la clinique. J'ai trouvé le docteur Tchani, le colonel Tchani, et puis quelques proches du président, dont Nakata, donc là. C'était son directeur de protocole, je crois. Alors, j'ai demandé à Tchani, le docteur Tchani, j'ai demandé, est-ce que vous avez vu le corps du président? Ils l'ont mis dans une des chambres
Il m'a dit oui. J'ai dit, est-ce que le corps est entier? Parce que je voulais m'assurer. Il me dit qu'il ne sait pas. Nous sommes rentrés dans la salle. J'ai vu effectivement qu'il y avait la jambe qui n'était pas. Donc j'ai dit, bon, moi j'ai cette jambe-là dans le véhicule. J'ai pris, je suis allé, j'ai demandé du fil de suture pour rapprocher les... C'est ça. Et puis j'ai enlevé sa bague d'alliance qui était au niveau de la part avec du malcrit. J'ai enlevé la bague d'alliance. Et après, pendant que je retournais vers ma voiture, j'ai vu, et ça je suis formel, la voiture de l'ambassadrice d'Allemagne qui est passée devant la clinique Pasteur. Bon, je l'ai signalé à mon ancien, et puis bon, nous sommes partis pour arracher le corps. Donc, c'était ça, moi, ma version que j'ai vue sur l'assassinat. Mais j'étais à l'hôtel Gawey, à une réunion du 8e FED pour discuter avec les partenaires. En tant que ministre de la Santé, voilà. D'accord. En fait, je ne savais même pas que le président devrait voyager. J'ai même envoyé un ordre de mission parce que je devais retourner à Cuba pour venir. Bon, ça, nous viendrons là-dessus. Tout à fait. Le reste du contingent, mais des médecins qui devaient venir. Parce que nous sommes venus qu'avec une trentaine et il était prévu que le nombre soit augmenté. Voilà. Merci, M. Iloual Moustapha. M. Djibril Baré, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce qui s'est passé au matin du 9 avril 1999 ? Bon, merci, M. Abdoulaye Tchemogo, de nous avoir invités sur ce plateau. Alors, vous voulez parler des événements. Ça, ce n'est qu'un événement pour moi. D'accord. Bon, parce que expliquer ce qui s'est passé, tout le monde sait ce qui s'est passé. Depuis le 27 janvier, tous les jours, c'est des rumeurs ou des... Vous parlez du 27 janvier 96, c'est ça? 96, voilà. Dès le lendemain. D'accord. De l'arrivée du... Dès le lendemain, c'est des complots à n'en pas finir pour assassiner le président Barré. La raison même pour laquelle moi je suis arrivé à Niamey, c'est un complot déjoué, que j'ai déjoué pour avoir eu l'information de la part d'un gouvernement étranger dont le ministre m'a remis une lettre qui informait de l'imminence d'un danger. Et c'est là, ce sont des amis du président Barré qui le protégeaient. Je parle du président Abdou Diouf, que Dieu le bénisse. Du Sénégal. Et du président Blaise Compaoré, qui à l'époque était quand même, quoi qu'on dise, un parrain, sinon un collègue, c'est un militaire autour de Sankara. D'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle ces deux chefs d'État m'ont demandé de venir parce qu'on a déjoué un complot dès le mois de février. Et ensuite, c'est successif. Il y a eu au moins 11. Moi, j'en ai déjoué 2 ou 3. Mais 11 tentatives. Hein? 11 tentatives, c'est tous les jours. Tous les jours, ok, d'accord. Donc, moi, je reviendrai quelques semaines avant. J'ai été au Sénégal à l'arrivée du président Bill Clinton, parce qu'il faut parler des choses sérieuses. J'ai été envoyé spécial là-bas, auprès du président Diouf, qui, disons, m'a fait recevoir par son conseil. Et après, j'ai été reçu par le ministre des Affaires étrangères, qui était un ami du Niger, d'accord, M. Moustapha Niasse. Donc, il m'a dit, va revenir, et après, je suis revenu, après les entretiens des deux chefs d'État. Il s'est avéré qu'il m'a dit vraiment le président est en danger, parce que vous savez qu'il y avait déjà eu ces embargos-là. Et voilà. Donc, il s'est trouvé qu'on était amis avec un de ses conseillers spéciaux du président Bill Clinton, qui était Jesse Jackson, qui est toujours vivant, qui pourrait être moyen éventuel. Il m'a dit, bon, écoutez, et M. Barré, puisque j'étais conseiller en même temps que Youssouf Garba, l'ancien président du RDA, qui était donc un ambassadeur aussi, qui est donc protestant comme lui, qui était donc ami à lui. Il m'a dit, bon, monsieur Barré, votre cher frère est en danger, parce que les intérêts sont vitaux. Ok. Alors, donc, il m'a dit que ça pourrait s'arranger. Bon, c'est en parlant de l'embargo contre la Libye? Pas l'embargo seulement. Ah oui, ok. Mais il y a la Chine qui est venue, il y a Cuba, avant Cuba. C'était avant Cuba. Mais disons, il estimait que le président Barré n'était pas
disons que c'est l'homme qui sauvegardait leurs intérêts. Ah oui, ça veut dire qu'ils fréquentent Abacha, qui était leur chasse bête noire. Oui, ils fréquentent. Abacha du Nigeria. Voilà. Ils fréquentent, disons, comment ça s'appelle, les guides libyens. Maman Kadhafi, oui. Il est parti à Chifa, il a été assassiné un peu plus tard. L'usine pharmaceutique dont on disait que c'était une usine de fabrication. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Vous avez bien compris, quoi. Tout à fait. Ça dit que c'est comme ça. D'accord. Vous savez que les Américains, ils sont très clairs. Hein? Et avant cela, je vais vous confier. Tu es avec nous, tu es contre nous. Je vais vous confier que le chef d'une antenne, de ce qui vous savez, m'a vu 2 fois pour me dire: ah, M. Barré, vraiment, voilà. D'accord. Donc, y compris, donc, son dernier voyage, il m'a vu la veille. Il m'a dit vraiment: dites au président de ne pas voyager à Cuba. Ouais. Bon. Évidemment, je n'étais pas du voyage. Et forcément, puisque je vous ai dit que j'avais plusieurs cartes diplomatiques. D'accord. Et donc, je ne savais pas comment faire, puisque je sais qu'il tenait à ce voyage. Ouais. Et c'était un voyage. Donc, j'ai fait accompagner par une de mes soeurs, parce que je sais qu'il allait mal le prendre, de dire d'annuler un voyage. Je suis parti, mais ça n'a pas empêché. J'ai dit cela devant son épouse, et devant Alissa, et devant son comptable, qui est toujours vivant. Et il m'a dit: écoutez, vraiment, on va voyager. Écoute-toi là. Voilà. Je crois que... Bon, donc, en résumé. En résumé, oui. En résumé, 3 jours même avant, une chancellerie, le chef d'une chancellerie m'a envoyé un avocat béninois, qui était l'ami du président Barré, qui est devenu ministre du Bénin d'ailleurs, qui m'a dit: ah, vraiment, il faut limoger son premier ministre. Parce que sinon, voilà ce qui va arriver. Dans 3 jours. Il faut le faire. Il m'a envoyé jeudi, je crois. Je suis parti immédiatement le soir, j'ai informé. C'était mercredi, pardon, autant pour moi. Mais ça n'a pas marché, puisque... Voilà. Donc, moi, je savais ce qui allait arriver. D'accord. Et donc, je ne vais pas monopoliser l'antenne. Bien sûr. Donc, ce n'est pas le 9 avril. Comprendre, hein, le 9 avril, même la veille du voyage, son conseiller, son chargé de communication est venu me voir pour me dire: ah, voilà ce qui va se passer. Ouais. Bon. Donc, on a tout fait pour... Mais c'est là... Oui, d'accord. OK. Voilà ce que je peux vous dire, pour ne pas rentrer. Mais bien sûr, on va revenir sur certains aspects dans les deux. Monsieur Ablaye, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau de Grandeur. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce qui s'est passé au matin du 9 avril 1999? Merci. Le 9 avril 1999, c'est fait une tragédie. Une tragédie. Une tragédie. L'assassinat d'un homme si bon, si humble, si serviable. Qui a un gros cœur. Hein? Qui a un gros cœur et dont toute l'attitude, c'est de dire, d'appeler les Nigériens à la concorde, à la paix, à la solidarité, à l'amour entre les uns et les autres pour construire ce pays-là. Et le 9 avril, moi je me rappelle à l'époque, au niveau des scolaires, on avait même sifflé. Parce que c'était un jour où on a, donc à partir juste après l'Assemblée générale, moi j'ai profité pour aller voir une tante vers Dar es Salaam, et puis je marchais. Et quand, comme ça, subitement, j'entends à travers BBC que voilà ce qui s'est passé, que le président serait mort. Ouais. Et je vous assure, Ablaye, durant 3 jours, bien que j'étais un militant syndical qui participait, etc., mais depuis pendant 3 jours, je refusais de croire. Je pleurais toutes les nuits. Ouais. Parce que Barré, les actes héroïques, parce que nous, en tant que scolaires, nous sommes d'inspiration marxiste-léniniste. Notre ligne idéologique et politique, c'est l'anti-impérialisme, c'est le panafricanisme. C'est ça. Et donc, Barré, par les actes qu'il a eu à poser à l'époque, était vraiment le président africain, je vous dis, le plus engagé dans la lutte contre l'impérialisme. Par les actes qu'il posait, ce n'est pas des discours, mais c'est les actes. Et il s'offusquait contre l'injustice internationale en disant que ce qui se passe ce qui se passe d'abord, il était d'abord l'avocat du peuple de la cause palestinienne,
qu'il a eu à défendre ouvertement à toutes les occasions, à chaque fois qu'il est en déplacement dans un pays. Il essayait de mobiliser, n'est-ce pas, les chefs d'État pour soutenir la cause palestinienne. D'accord. Et c'est qui lui a valu même de représenter la Palestine aux Nations Unies et également la Libye, où il s'est prononcé au nom de ces 3 États-là. Je me rappelle sa dernière intervention aux Nations Unies. D'accord. Et donc, le 9 avril, véritablement, c'était la matérialisation d'une trahison par ses proches qu'on a utilisé. Et ceux qui les ont utilisés, c'est l'impérialisme et les acteurs politiques de l'époque, d'antan. D'accord. Parce que 24 heures avant l'assassinat, ils ont fait une déclaration où ils ont demandé, ils ont appelé à ce qu'ils démissionnent ou bien une mère va perdre son fils. C'était clair. C'était dit clairement. C'était dit clairement. Okay, les leaders politiques de l'époque, ils ont fait une déclaration où ils ont appelé à ce qu'ils démissionnent ou bien une mère va perdre son enfant. Et c'est ce qui s'est passé le lendemain. Le président Barré était dans un programme de voyager sur Inates où 48 heures auparavant, il y avait eu des attaques contre des communautés, parce que vous savez, c'était une zone d'insécurité où il y avait, comment il s'appelle, des attaques et tout. Le président malien de l'époque, qui à chaque fois très actif, qui a exigé à ce que justement la lumière soit faite et que le Niger ne peut pas être accepté dans les instances internationales tant que véritablement on n'a pas dit ce qui s'est passé. Et le Mali vraiment a été actif et il a joué dans son poids pour que le crime s'arrête à lui, parce que sinon c'était tout un plan au fait de pouvoir et hier à la conférence commémorative nous avons eu le témoignage de l'ambassadrice du Niger au Kiba, qui nous rapportait que justement même durant son voyage, il était prévu que l'avion soit abattu. Et il a fallu qu'au retour, le président qui vient de l'ECOP, Fidel Castro, puisse travailler à ce que l'itinéraire du président Barré soit changé et qu'il y a jusqu'à 9 pays qui avaient été contactés pour accepter à ce que... Et donc le trajet normal officiel que les autres connaissaient, c'est pas ça au retour que le président avait emprunté, et que sinon c'était prévu que son avion soit battu. Et quand il a décidé de violer l'embargo libyen également, ou du sommet de l'IA, il est parti directement à Tripoli pour, n'est-ce pas, être violé et appliquer la résolution de l'Union africaine. Là également, c'était des menaces. L'avion avait même été, selon, en tout cas, les témoignages suivis pour que, véritablement, il a insisté à ce que, là, il est parti. Donc, c'est pour dire que Barré, c'est un homme d'un courage extraordinaire. Tout à fait. C'est un patriote et aujourd'hui nous pensons que les valeurs pour lesquelles il s'est sacrifié, ce sont ces valeurs aujourd'hui qui ont vu le jour et qui les réhabilitent. C'est pour cela, là, il faut vous féliciter, parce que depuis 26 ans, il n'a jamais été possible de parler de cette question sur Télé Sahel. Depuis 26 ans. D'accord. Vous-même, moi je me rappelle au temps de Barré, les émissions que vous organisez, où vous invitez les ministres à rendre compte. Et souvent, certains débats, si les ministres ne sont pas à la hauteur, le lendemain ou dans la semaine qui suit, ils sont révoqués. Ça, c'est une autre époque. Je me rappelle que comment les gens tremblaient. Et donc, c'est ces débats qui ressuscitaient. À l'époque, je précise, l'émission s'appelait Nous voulons savoir. Nous voulons savoir, exactement. Donc, c'était l'émission. C'était en direct. Et le président suivait ça. Et nous, les jeunes, on admirait ça. Et parce qu'on sait que par la suite, il y a des conséquences. Beaucoup de ministres avaient été remerciés sur la base de ces débats-là. Donc, c'est quelqu'un qui aimait véritablement son pays, qui s'investissait pour son pays, mais qui avait été malheureusement mal compris, mais surtout qui a fait face à une opposition, une adversité incroyable de la part d'hommes politiques et qui, on l'a vu,
par la fin. Ouais. Et ils étaient arrivés à leur fin. Et tout ce qu'ils disaient de Barré, en réalité, c'est eux qui ont cette caractéristique. Merci Ablaye, c'est ça aussi la politique. Merci beaucoup. Merci. Oui, Nouarika, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce que déjà les trois invités ont dit? Bonsoir, donc, alors, nous rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui dans son infinie bonté a rendu possible que nous soyons encore là pour parler de cette affaire rocambolesque et qui a malheureusement, je vais dire, éteint notre pays, qui a éploré notre peuple. Beaucoup de citoyens dans leur contrée, dans leur silence, ont souffert de ce qui a été fait. J'ai suivi beaucoup de témoignages de tous les milieux, que ce soit les milieux religieux, les milieux traditionnels, les milieux de jeunesse, toutes les autres catégories de gens. On a eu le temps de bien savoir ça. Et le président Ibrahim Barry Menassara, c'est quelqu'un que nous avons eu la chance de côtoyer, de connaître personnellement. Donc de savoir et à qui on a affaire en tant qu'homme, plus que tous les autres acteurs qui ont existé sur l'espace politique nigérien. Lui, je l'ai connu. Et c'est pour ça que quand les événements sont arrivés, moi j'ai appris ça vers 11h le vendredi. D'accord. C'est-à-dire donc, à peine ça s'est passé, que j'ai su qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'aéroport. D'accord. Mais comme je savais aussi ce que beaucoup de gens savaient, et par rapport à leur intention de l'assassiner, et on en a parlé à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc, le problème qu'il y a, c'est que quand les événements se sont produits, il y a plusieurs conjonctures, ou j'allais dire conjonctions de coordination, qui ont rendu possible la réalisation de l'événement. Est-ce que vous comprenez? Il y a le monde occidental, l'impérialisme international, qui a ses autres intérêts, mais il y a aussi au niveau local. Le climat politique national. Non, au niveau national, ce n'est pas l'opinion politique, c'est quelques acteurs. Le climat politique, certains acteurs. C'est très important de savoir que depuis même qu'il y a eu l'avènement le 27 janvier 96, il y avait eu un malentendu. Le 26, vendredi 26 janvier, les hommes politiques ont appelé Ibrahim en tant que chef d'état-major chez eux. De l'armée de l'époque. Du chef d'état-major de l'armée. Pour lui dire, voilà ce que nous avons l'intention de faire. Ils ont écrit une lettre qu'ils ont destinée à la Cour suprême, qui était une lettre de saisine sous embargo de la Cour suprême pour leur dire qu'ils saisissent avec la complicité des membres de la Cour. Le procureur général à l'époque. Non, c'est important. Le procureur général, et à l'époque, la Cour était présidée par notre frère, tonton, Ali Banguer. Donc, ils ont été saisis par le président de l'Assemblée nationale de l'époque de cette lettre-là qu'il venait de déposer à 11h25 au greffe de la Cour suprême à l'époque. Donc, ils l'ont informé. Ils ont informé Ibrahim que voilà ce qu'ils viennent de faire. Et ils lui ont expliqué que ce qu'ils viennent de faire là, ils l'ont fait en prélude à l'éventualité que le président de la République, Mohamed Ousmane, soit en situation de devoir dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale parce qu'il a déjà dissous et qu'il fallait au moins 12 mois pour pouvoir le faire. Et comme ils ne veulent pas que cela puisse se faire, ils ont dit, certains d'entre eux, et mieux vaut une dictature militaire qu'une dictature civile. Et ils ont dit que le chef de l'État, le président Mohamed Ousmane, chef de l'État, de par la Constitution, on dit le président de la République est chef de l'État et le chef des armées. Maintenant, chef des armées. Maintenant, ils ont dit non, c'est pas un chef des armées, c'est un chef des armées. Est-ce que vous comprenez? On est d'accord. Alors, donc, quand ils ont dit ça là,
C'était bien entendu. Ceux qui l'ont dit, les acteurs étaient bien connus. À l'époque, il y avait eu une rencontre à Dakar, où le président français à l'époque avait convoqué certains de nos chefs d'État et à Dakar pour les rencontrer. Il voulait rencontrer les gens en groupe. Il ne veut pas venir dans tous les pays. C'est ça qui a amené Alpha Oumar Konaré à dire que lui, il ne va pas partir. Lui, il n'était pas parti. Et nous, chez nous ici, donc les gens avaient envoyé, et pendant cette période-là, c'était la période de la cohabitation, on a envoyé le ministre des Affaires étrangères, et c'est là-bas même qu'il a fait sa propre déclaration pour expliquer la situation politique nationale et ce qu'ils envisagent de faire. L'interview est là dans le journal Sahel Dimanche. Donc ça, c'est très important de bien savoir ça. Maintenant, quand ils ont dit, ça c'était leur hantise, qu'on arrive à la fin, et qu'il soit dans la situation lui-même au moment de dissoudre à nouveau l'Assemblée pour renvoyer les gens aux électeurs. Et que ça, en retournant, ils pensent qu'ils pourront perdre les élections. Et maintenant, ils ont informé Ibrahim. Ils lui ont dit, voilà ce qu'il veut faire. Et voilà ce qu'ils attendent de lui. Maintenant, quand il est sorti de là-bas, c'est quand même un officier général. Bien sûr. Et c'est un officier, je vais dire, un supérieur. Ouais. Et il entend ça. Lui, il a été déjà le chef d'état-major particulier de Momosson. Oui, tout à fait. Et à ce titre-là, il connaissait ce qu'il y avait en termes de matériel disponible au niveau de la présidence, qui était des matériels stockés d'État neuf, dont du Maroc et dont du Pakistan. D'accord. Qui étaient là-bas. Donc, et il savait que s'il faut faire, on dit qu'on a destitué le président. Comme ça, là, parce qu'ils ont 43 députés, ils vont destituer le président et on va dire le président et son groupe, c'est fini, on l'a destitué. Ils savaient que ça allait être une source de guerre civile et que ça va être imposé. Voilà pourquoi ils avaient décidé de considérer qu'ils ne vont pas aller dans ce sens. Ce qu'ils vont faire, ils vont utiliser leur tactique et ils vont trouver les moyens de faire. Voilà ce qui a expliqué le 27 janvier. Et ils ont expliqué ça, ils ont dit que c'est face au péril là, au péril majeur de ce qui pourrait arriver en termes de guerre civile qui peut être catastrophique pour le pays, qu'eux, ils ont pris leur responsabilité de chef militaire en tant que chef d'état-major. Tout à fait. Ça, c'est très important de se rappeler ça. Bien dit. Alors, quand ils ont pris la décision, le même jour, c'est important, les deux acteurs là, le Premier ministre et le président de l'Assemblée, ils ont été reçus à l'état-major. Et ils ont fait comprendre leur intention, comment ils veulent que ça se passe. D'accord, nous. Maintenant, quand ils ont dit ça, on va pas un peu. Si vous avez. On va pas refaire l'histoire, on va aller. Je voulais, en fait, c'est parce que vous avez donné l'occasion, vous dites que vous voulez savoir un peu qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc, c'est pour ça que je suis parti à ces origines-là, on aura certainement l'occasion d'en parler. Très bien. Donc, alors, quand c'est arrivé comme ça, ils sont partis, eux, pour dire voilà comment ils veulent que le coup d'État se fasse. Que ce soit un demi-coup d'État, on a enlevé le président. Eux, maintenant, ils vont les garder le mardi. L'Assemblée va se réunir, ils vont amnistier ce qu'ils ont fait. Et puis, entre-temps, le président, lui, il est bon. Là où il est, ça sera bon. Donc, maintenant, nous, on était là-bas le dimanche. Le dimanche, quand ils étaient là, quand ils sont venus vers 11h, ils ont encore ils ont dit, mais pourquoi ils ont fait une déclaration comme ça? Pour dire qu'ils ont dissous le gouvernement, alors qu'ils les ont proposé de ne pas dissoudre le gouvernement, de ne pas dissoudre l'Assemblée. Parce qu'eux, dans leur tête, c'est comme si lui, Barré, et c'est eux qui l'ont nommé chef d'état-major, donc c'est leur chose. Ils peuvent l'utiliser, l'instrumentaliser, le manipuler. Mais ils ne savent pas que Barré, c'est pas comme ça, il est. Et donc maintenant, ils sont partis. Dès qu'ils sont repartis, alors c'est en ce moment que quelqu'un a appelé Bazoum, qui était en France à l'époque, pour lui dire que ce n'est pas comme prévu. Et c'est ça qui a permis à Bazoum de faire une interview sur RFI le même jour, le dimanche, à 13h30, tout le monde a entendu ça. Quand il a dit, ces gens-là ne feront pas travailler avec eux, il faudra être indigne pour entrer dans le gouvernement avec eux. C'est lui qui l'a dit. D'accord. Et comme il a dit et les gens ont entendu, maintenant ils ont démontré que Ibrahim, il est très... Là où il est, c'est quelqu'un, il écoute, il passe son temps à écouter, mais il est quelqu'un de très vif et alerte. Donc, comme il dit que c'est ça, donc maintenant, alors, comme lui, il sait pourquoi il dit ça, parce qu'il est déjà ministre des Affaires étrangères, il est sur les dossiers, voilà, on fait coup d'État, voilà, il va perdre la position, et maintenant, pour que personne ne revienne à cette position, il le dit comme ça. Il dit, il faut être indigne. Maintenant, pour montrer que lui, il est vraiment l'indigne, ils ont décidé de le maintenir ministre des Affaires étrangères à cette époque-là. D'accord. C'est qui Ali Saad? Ali Saad, c'est un ami à Barré. C'est un parent à lui. Parce que... Qui est décédé. Oui, il était toujours avec lui. Il était décédé en même temps que lui. En même temps que lui. Et ensemble avec lui. Le jour où il y a eu les événements. Donc ce monsieur est une relation
aussi de Bazoum. D'accord. C'est un parent à Bazoum. Merci. Et il a un fils qu'on appelle Ibrahim. Et c'est Ibrahim. Et lui, Ali Saad, a donné à son propre fils le nom de Ibrahim, le prénom de Ibrahim Baré. C'est bon. Comme pour dire la manière, l'estime, le niveau de l'estime qu'il y a. Comme ce que je disais hier. Le fait que lui, Ibrahim Baré, a donné le nom de Jibril et à son propre fils, le fils cadet. Donc, je termine avec ça. Voilà. Et par rapport à ce qui s'est passé. Donc, c'est l'origine du problème de Ibrahim a commencé à ce niveau. Et ils ont donc dit que Tounde n'a pas fait ce qu'ils veulent. Il n'a pas respecté le pacte. En opposition. Et c'est en se mettant en opposition, pendant la première période là, jusqu'à quand on a fait comment on appelle ça, le forum du renouveau démocratique, et on a fait ça du 1er avril au 7 avril. Donc, on a fait, pendant ce temps, les gens étaient en train de développer des armes pour être dans la position d'être contre ce qui est en train de se passer. Bon, donc, c'est la suite de ça qu'ils se sont organisés. Maintenant, le 9 avril, quand ils ont pris la décision qu'ils vont exécuter leur plan, le plan, il a plusieurs origines. Il y a un plan officiel impérialiste qui s'appelle l'opération Scier le Baobab. Cette opération Scier le Baobab, tous les sachants qui connaissent de quoi on parle, ils savent que c'est une méthode utilisée par leur dispositif de la CIA et bien d'autres qui font ça et qui se mettent en lien avec la DGSE française et tous les restes. C'est comme ça qu'ils s'organisent pour essayer de... Nous tous ici, là, nous sommes là. Nous-mêmes, quand on fait comme ça, ils regardent. Mais seulement, ils n'ont pas toujours la chance d'avoir ce qu'ils veulent. Et on attend toujours et on continue. Donc, Ibrahim était bien informé. Mais il était conscient que ce qu'il a décidé, ce qu'il est en train de faire là, c'est de l'intérêt de son peuple. Et s'il devait mourir dans ça, c'est sa conviction. S'il devait être assassiné à cause de ça, il ne va pas renoncer. Il a fait donc le déplacement. C'est les exemples qu'il a donné là. C'est en convaincu qu'il a fait ça quand il a décidé d'aller au Soudan. Quand il a décidé d'aller en Libye. Quand il a décidé d'aller au Nigeria. Faire à Bacha. Quand il a décidé d'aller au Cuba, c'était la dernière visite. Il était très conscient de ça. Pour quelqu'un qui connaît l'homme avec son courage et pour ce qui lui a été fait en 88, lorsqu'il a chuté de son parachute là, pendant un saut, à l'occasion du saut, mais la manière dont il a pu tenir, dire même que quelqu'un va survivre et avoir le courage de faire ce qu'il a été à mesure de faire là. Alors là, vraiment, il faut Dieu et il faut savoir que l'homme est un homme courageux. Très bien. Et aujourd'hui, moi j'ai retrouvé, c'est ça que Abdoulaye a dit, j'ai retrouvé en celui qui est là. Et en fait, le même niveau de conviction. Le président actuel, qui dit, et ce qu'il a dit, c'est ça que les gens doivent retenir, qui est très important. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend souvent les paraboles qu'il utilise. Alors, il dit que, Djad Sekou, en répondant à certains qui se sont mis à dire qu'il y a pardon, donc ça là, en fait, c'est comme s'il était maintenant cette fois-ci, il est un peu monté. Il sort pour dire qu'il sache d'abord, lui qui il est. En osant faire ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait le 26. Et c'est un homme conscient qu'ils ont choisi de faire ce qu'ils ont fait pour recadrer la marche de notre pays. Et ils ont pris la mesure de ce que représente le risque qu'ils ont pris le sacrifice qu'ils ont décidé de consentir. Djad Sekou dit, si tu vois quelqu'un gifler un djinn et ne pas prendre au sérieux la provocation qu'elle a faite et il fait comme si de rien n'était, elle va derrière sa femme, il se couche. Ça veut dire que c'est un fou. C'est bien. Et eux là, c'est pas un seul qu'ils ont giflé. C'est des milliers, il a dit. Donc, alors, s'ils ont giflé des milliers, tu imagines ce que représente leur niveau de conscience psychologique en termes de capacité de résilience par rapport à tout ce qui est. Et il dit, si vous voulez savoir ce que nous on a fait, vous qui va parler là, vous êtes derrière vos femmes, allez-y à l'ambassade de France. Demandez-leur. Qu'est-ce que nous avons dit quand on a dit que si vous ne faites pas ce que pourquoi vous êtes là, nous on rend avec comment on appelle ça, la convention et on vous demande de partir. Et ils ont dit qu'ils ne vont pas partir. Et c'est ce que c'est. Et il dit que on lui a dit exactement la même chose qu'on a dit à Barré la veille. Parce que quand les gens ont fait la déclaration. On va revenir sur certains aspects, nous. Voilà. Vraiment, merci. Bon, merci. Oui. C'est à moi la parole. Allez-y, vous. Bon, je vais quand même.
c'est une circonstance exceptionnelle. Ouais, d'accord. Je vais seulement recadrer certaines choses. D'accord, on y va. D'abord, j'ai le devoir de le dire. Ibrahim a échappé à des tentatives d'assassinat bien avant le 27 janvier. Je suis obligé de le dire. D'accord. Dont certaines, je suis le seul à savoir. Ça, c'est bien avant. D'accord. Il a écrit un livre, il a fait un livre d'entretien où il a bien dit que même du temps du président Kounché, le président Kounché l'a appelé après des événements. Il a dit, mon milieu fait tout pour que je t'écarte, mais je vais te protéger. Et il a envoyé, c'était le premier poste d'attaché militaire. Il a mal vécu ça, mais il a compris que c'était pour le protéger. Ouais. Et vous connaissez aussi l'accident de parachute. Oui, tout à fait. Pour lequel j'ai été témoin. J'ai été témoin parce que j'étais à l'hôpital Béjan, où il était, où un Français militaire est venu pour lui dire, c'est bien fait ce qui t'arrive, devant moi. Et ce militaire, il a été sanctionné. Donc, la vie d'Ibrahim, c'est bien avant. Deuxièmement, pour ce qu'il dit, maintenant si on vient à partir du 27 janvier. Le 27 janvier, il y a eu ce qu'il y avait. Moi, je savais. Comme je vous l'ai dit, je savais. J'ai été informé bien avant. Le seul problème, c'est que j'attendais comment ça allait se faire. Je savais comment ça allait se faire. J'attendais seulement qu'on me dise choses. Qui est derrière? Je sais qui est derrière, je vous ai dit. Je sais qui je connais. Le premier qui m'a appelé, ou le deuxième, c'est Rissa Boula. Il m'a dit, tu sais ce qui est arrivé? Je dis oui. Bon, et le second, c'est mon garde-corps qui me dit, tu as appris ce qui est arrivé? Je dis oui. Il dit, ils ont eu le président. Je dis oui, je sais. Va te cacher quelque part. Je dis non, aucun endroit pour me cacher. Je ne me cacherai pas puisque je savais. Donc, j'ai été chez un de mes frères pour organiser une réunion avant que le téléphone ne soit coupé puisque je sais que c'est la pratique. Voilà. Ensuite, pour ce que nous a dit, effectivement c'était ça. Mon grand-père est arabe. C'est pourquoi Ali Saad s'est installé chez nous. Et c'est à l'honneur de mon grand-père que je porte ce turban. D'accord. Il m'a dit, mais dis à Ibrahim, vraiment le coup d'État s'est dépassé, tout ça. J'ai dit, mais moi, ici, un petit fonctionnaire, un sous-fifre, les canons ne sont même pas froids. Tu veux que je dise à Ibrahim quoi? Est-ce que c'est comment on appelle ça? Tu penses que c'est un coup d'État d'une armée, d'un chef d'état-major? Je lui ai dit, bon, dès que j'ai raccroché avec lui, le lendemain, j'ai pris l'avion. Parce que j'ai compris qu'Ibrahim était en danger, puisqu'il n'allait pas remettre le pouvoir. Et je suis venu à Ouaga. Dès que la frontière est ouverte, je suis venu. Dès que je suis venu directement à l'état-major, j'ai consulté Ali Saad, j'ai vu Ibrahim, je lui ai dit, bon, tu le reconduis, je vais aller dire à son épouse. S'il ne rate pas, ça fait son affaire. Il a accepté de le reconduire, enfin, avant le gouvernement, bien sûr. Et avant même l'arrivée du Premier ministre. C'est une cuisine interne à nous, puisque moi, j'étais président du Taraya. D'accord. Là-bas. Donc, il faut que, comme il a dit, il faut qu'on dise les choses. Bien sûr, ah oui. Bien sûr. Donc, sinon, ça ne sert à rien. Bien sûr. Bon, donc, j'ai dit de le reconduire. Je suis allé voir sa femme vers 20h, ma soeur Hadiza. J'ai dit, bon, dis à mon frère là, de rentrer. Bon, je ne lui ai pas dit, c'est bien ce que ça veut dire. Je crois qu'elle a bien compris. Bon, et j'ai compris que malgré ces déclarations, il est rentré quand même. Et il a continué, malgré, bon, il a dit indigne. Vous savez bien qu'il lui a dit de dire cela. Bon. Et donc, c'est la même personne qui a dû lui dire de rentrer. Il y a un point important. Monsieur Tchemogo, vous m'avez invité. Oui, il y a des choses qu'on doit vous dire. Allez-y. Ce que vous avez dit là, il y a un petit changement que je vais révéler aujourd'hui. Le petit changement, c'est que malgré tout ce que vous avez dit, ce qu'ils ont dit, en avril, mon grand frère, que j'ai connu au lycée, il était vraiment quelqu'un de bien à l'époque. Vous avez connu certainement. Bien sûr. Bon, c'était pas la même personne, mais c'était pas le même nom non plus. Et il m'a dit, ouais, c'est un beau gosse. Voilà, c'est ça. Il m'a dit, non, il était très gentil, très cool à l'époque, mais on ne savait pas. Donc, il m'a dit, bon, il faut m'aider parce que tu es mon militant. J'ai dit oui. Avant cela, je l'ai amené 2 fois chez le président pour qu'il s'entende. Mais pour lui, l'entente veut dire le président a fait un coup d'État, on lui laisse la place. C'est ça l'entente. Bon, et après, il m'appelle pour me dire, bon, ben, il faut m'aider. Je dis oui, mais si le président n'est pas candidat, effectivement, logiquement, en tant que militant et en tant que sympathisant, c'était quelqu'un, monsieur très bien, moi je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Bon, ben, il paraît que le pouvoir, c'est... On est d'accord, on a compris. Donc, merci. Autre chose
d'important, comme il a dit aussi. Pour finir, hein, parce qu'on va pour finir, mais sinon... il y a d'autres questions qu'on va d'accord, poser. D'accord. Voilà, pour être dans le temps du débat. Malgré tout, en 98, mon grand frère, le même, m'a envoyé quelqu'un parce qu'il voulait fausser la compagnie au FRDD. Alors, j'étais confus parce que qu'est-ce qui va se passer? Si je fais le travail, ça veut dire tout ce monde-là. Bon, et si demain, quand vous trahissez, et que si on vous trahit après demain, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, si une femme mariée vous envoie quelqu'un pour dire qu'elle va divorcer pour se marier avec vous, si vous la mariez, vous risquez quoi? Ça, je laisse la question. D'accord. Merci beaucoup. On va avancer. Hein. Monsieur le ministre, vous avez expliqué tout à l'heure ce qui s'est passé le 9 avril. Hein. Et pour être honnête, on a vu aussi la cruauté. Ça, c'est de ça qu'il s'agit, de ce qui s'est passé le 9 avril. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui un tel crime? Sincèrement, qu'est-ce qui peut le justifier? Parce que vous avez expliqué les conditions dans lesquelles c'est intervenu. Vous avez expliqué ça. On ne peut pas revenir sur certains détails que vous avez de tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui peut justifier un tel crime aujourd'hui, avec le recul? Je ne sais pas, je pense que c'est vraiment l'ensauvagement. Ouais. C'est l'ensauvagement. Moi, je ne veux pas accepter que quelqu'un qui ait fait un coup d'État, sans effusion de sang, comme l'actuel président l'a fait, hein, un coup d'État propre, n'est-ce pas? Ce monsieur, il avait, je veux dire le président Ibrahim Barry Mensara, il avait la possibilité de prendre le pouvoir bien avant. Quand il y a eu la tentative de coup d'État contre Kounché. Celui qui a sauvé le régime. Bien sûr. Il pouvait dire à Kounché, à l'époque, voilà, de rester à Vichy où il y avait la conférence, et il dit, je prends le pouvoir, mais je vous assure votre sécurité. Il avait la possibilité, mais ce n'était pas quelqu'un qui était animé de ça, à ce moment. N'est-ce pas? D'accord. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, j'ai vu le corps. J'ai vu le corps, et je pense que vous pouvez On peut imaginer, hein? Oui, je veux dire, ceux qui ont vu, comme moi, le médecin général Tchiani, c'est nous qui avons pratiquement lavé le corps du président Barry. Parce que c'est lui qui lui lavait le corps, qui est un parent, à vous, je pense. Il a eu un malaise. Ah oui. Il a eu un malaise. Et moi, j'avais mon appareil photo. Et je pense que lui, la présidente Clémence a dû lui dire, j'ai fait des photos. J'ai fait des photos pour immortaliser les choses. Le visage était indemne. On a l'impression qu'il dormait. C'est ça. Le corps, une grande partie du corps, je pense qu'il faut être médecin ou chirurgien pour pouvoir accepter de voir ça. Bien sûr. Était complètement ratatiné. Et on a fait des photos et j'ai remis la pellicule à Madame la Présidente Clémence. Elle peut le témoigner. D'accord. N'est-ce pas? C'est Delane qui s'appelle son ami. Il était venu, c'est un de ses amis aussi, Delane. Gérard Delane. C'est un de ses amis avec le médecin général Tchiani. Et moi, c'est nous qui avons continué à laver le corps. Entre-temps, je lui ai dit, attendez, moi je vais faire des photos. J'ai un appareil photo, j'ai fait des photos et j'ai remis la pellicule à Madame la Présidente qui m'a dit qu'elle a remis à l'avocat. Il n'a jamais regardé. D'accord. Il n'a jamais regardé. Bon, l'avocat a vu les photos. Bien moi, sûr. je ne les ai pas vues, mais j'ai fait le truc. Maintenant, revenant sur le problème de ce que l'impérialisme occidental a dit par rapport à l'usine de fabrication d'armes chimiques, c'est une usine qui s'appelle Al-Shifa. Dès qu'il y a eu cette affaire, le président Barry, à l'époque, je pense qu'il était un membre influent de la CENSAD, il a fait partir les ministres de la Santé de la CENSAD à Khartoum pour vérifier. Nous avons pris l'avion pour aller d'abord en Tunisie parce que l'espace aérien libyen n'était pas ouvert. Bien sûr. Il n'y a que le président Barry qui a osé briser l'embargo. Nous avons été récupérés par des Libyens en voiture à la frontière. Nous sommes allés là-bas. Le guide libyen nous a reçus. Puis il nous a envoyés à Khartoum. Nous avons été reçus par le président à l'époque. Et nous avons été visiter l'usine Al-Shifa. Ils ont attaqué cette usine-là un vendredi, comme ce qui s'est passé à côté du terrain. Un vendredi pendant la prière. Heureusement pour les fidèles, ils étaient pour la plupart à la mosquée. À la mosquée, c'est ça. Donc, ça a été une déflagration. La plupart des médicaments, tout était brûlé. Nous avons été visités. Et curieusement, je vous dis, Dieu est grand, il y avait 3 exemplaires du Saint-Coran qui n'étaient pas, qui étaient restés intacts. Qui étaient restés intacts. Pour dire. Et
Et quelques semaines après, le président Barré a fait le déplacement pour aller lui-même à Khartoum. Moi, je faisais partie de la mission. D'accord. Donc ça, déjà, ça a été un déclic pour l'impérialisme. Voilà, pour ça. D'accord. Après, il y a eu le voyage à Cuba. À Cuba. J'étais de la mission. Et ça, vraiment, nous, on était dans l'avion, mais de manière inconsciente, on ne savait pas ce qui s'est passé. Mais lui, il savait ce qui s'est passé. Il savait. Nous, on avait quand même des rumeurs, on apprenait tout. On se posait même la question, en plein conseil des ministres, si ces gens-là ne vont pas attaquer. Ouais. C'est ça. Et comme dit le petit frère Jibril, il y a eu plusieurs tentatives. Une fois, il y a eu un match de football au stade, et on est venu avec l'équipe cubaine à la Villa Verte. Ce jour-là aussi, ils ont failli le faire, mais ils ont eu peur de tuer les médecins cubains. Ouais. Ce jour-là aussi, c'était une tentative, mais ils ne l'ont pas faite. N'est-ce pas? Donc vraiment, c'est inacceptable que ce soit des gens proches de lui qui aient commis cette horrible... Donc, moi, c'est ce que j'ai dit. Hein. Les militaires, bon, je n'ai rien contre les civils, hein, mais bon, je suis militaire jusqu'à la moelle. Oui, bien sûr. Je pense que le président actuel doit s'inspirer de l'expérience de son aîné Barré. D'accord. Ils ont tous fait des coups d'État. Moi, je veux dire propre. Propre, il n'y a pas eu de... Et moi, j'avais proposé à l'époque, je vais peut-être faire cette révélation, j'avais proposé à l'époque à Feu Barré, quand les gens ont fait signer leur édition à Tondibia, n'est-ce pas? J'ai dit, monsieur le président, grand frère, j'ai dit, moi, ce que je vous propose, c'est de faire comme Koutié. Chacun n'a qu'à aller chez son père ou chez sa mère. C'est ça, j'ai dit, moi, je suis militaire, mais je suis républicain. Il dit, à la limite, les partis politiques, vous pouvez les laisser. Mais changez-nous de grâce d'autres têtes. Oui. Parce qu'un tel ne peut pas s'entendre avec un tel, et tel autre ne peut pas s'entendre. Donc ça va être la même guerre. J'ai dit, le service que vous pouvez rendre à ce pays-là, c'est de renouveler la classe politique. Dire à chacun de partir. Kouchi a fait partir les gens, rien ne s'est passé, mais il ne les a pas... bon, certains ont été enfermés. Oui, mais sûr. On n'a tué personne. On n'a condamné personne à mort. J'ai dit, vous faites ça, ça sera propre. Et je pense qu'il m'a dit non. Il m'a même dit, mais tu fais de la politique? J'ai dit non, je ne fais pas de la politique, mais je m'intéresse à la politique. Ok. Voilà. Merci, monsieur. On va avancer. Hein. Les assises nationales ont recommandé de faire toute la lumière sur l'assassinat du président Barré. Concrètement, comment cette enquête va se passer aujourd'hui? Merci. 26 ans après. Hein. Merci, Timogo. Voilà. Hier, nous en avons longuement débattu à la conférence commémorative. Nous pensons que c'est véritablement un espoir. Un espoir, d'accord. Un espoir pour qu'enfin puisse se manifester la vérité par rapport à cet assassinat et que justice soit rendue, parce que les assises nationales en ont fait la recommandation et que le président a pris l'engagement de mettre en œuvre ces recommandations-là sans aucune faiblesse. D'accord. Et beaucoup d'autres recommandations, d'ailleurs, plus risquées, comme la dissolution des partis politiques, la dissolution d'un certain nombre de syndicats ont déjà eu lieu. Et donc, pour nous, la manifestation de la vérité, qui est une attente de l'ensemble du peuple nigérien, qui constitue une justice à rendre pour une véritable réconciliation nationale, ne peut que se faire de manière naturelle, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, puisque, comme ils l'ont dit, et aujourd'hui, c'est-à-dire Barré est né en Tchani. Il faut le dire. D'accord. Du point de vue de la conviction. De l'engagement, vous comprenez, et de toutes ces valeurs qu'il porte. Aujourd'hui, c'est comme ce qu'aujourd'hui symbolise Traoré pour les Burkinabés. Traoré symbolise Sankara. Tout à fait. Je vous assure, les actes héroïques que Barré a eu à faire, ce que le général d'armée, le président Abdourahmane Tchani est en train de faire, tous ces actes nous rappellent ce que Barré a eu à faire dans le passé. Ouais. Donc ce n'est que logique qu'il puisse rendre justice à ce frère d'armes, qui est véritablement un général de l'armée,
qui était l'un des militaires qui ont rendu le plus service à l'armée. Rappelez-vous que Barré, c'est l'acteur principal des accords de paix de 95. D'abord, oui, il était chef d'état-major particulier du président Ousmane. À ce moment-là, il s'est beaucoup intéressé, il a joué un rôle. Et puis par la suite, il est devenu chef d'état-major. Et comment il s'appelle à l'époque, Manou Daya, qui était son ami de lycée, avec lequel il avait beaucoup de relations. Et il a joué de tout ça pour créer les conditions à ce que véritablement il y ait les accords de paix et beaucoup de choses. Il faut s'inspirer du cas du Burkina Faso, où pendant l'assassinat là aussi de Thomas Sankara, de Thomas Sankara, qui est un camarade à lui avec lequel ils ont fait Madagascar ensemble, beaucoup d'idées, ils l'ont partagé ensemble et tout. Et donc on a vu le cas, il y a eu la manifestation de la vérité au Burkina. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous pensons que cette justice qui a été rendue au Burkina, c'est ça qui rend beaucoup plus facile les choses au Burkina. Et nous restons hantés par cet assassinat, parce que c'est divin, hein? C'est du sang versé. Et c'est comme si c'est un complot. Et nous tous, nous avons notre part de responsabilité, l'ensemble des citoyens. Et tant que justice n'a pas été faite par rapport à ça, je vous assure, la main divine va continuer à planer pour nous punir toutes les souffrances que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. Moi, j'ai toujours eu la conviction que c'est du fait de ce qui a été comme notre comportement à nous tous par rapport à ces crimes odieux. Et tant que justice n'est pas faite, je vous assure, on n'est pas sorti de l'ornière. Barré figure en bonne place sur la liste des grandes figures du panafricanisme, au même titre que les Kwame Nkrumah, que les Lumumba, que les Patrice Lumumba, que les Thomas Sankara. Et c'est de même, nous le souhaitons, pour les Tchani, pour les Traoré. Et pour qu'ils puissent s'ajouter également à cette liste, il faut que également fassent preuve d'équité, de justice vis-à-vis de leurs aînés. Aujourd'hui, tous les actes qui ont été posés par les Kadhafi, par les Kwame Nkrumah, tout, Barré, les actes qu'il a posés sont autant sinon plus héroïques. Oui, rapidement, monsieur le ministre, on va donner la parole. Je pense que c'est que le président Barré a fait, et c'est que le président de la République, chef de l'État, le général d'armée, Abdraman Tchani, a fait, je crois qu'il doit tenir compte de ce que Barré a vécu. Parce que je crois que c'est la même trajectoire. J'ai l'impression que pour moi, c'est comme Barré qui renaît, c'est le Félix qui renaît. D'accord. Mais je pense que la force du président Tchani, il faut le dire, c'est cette mobilisation populaire. Bien sûr. Il y a eu cette mobilisation populaire et j'ai l'habitude, moi, de dire qu'il a créé, ça c'est entre griffes, un monstre qui ne peut pas éliminer. La jeunesse, la population qui est avec lui. Je crois qu'aucun président de 1960 à maintenant n'a eu cela. Et je pense aussi, il faut le dire, Barré a pris des risques en prenant le pouvoir. Et je pense que le président Tchani a pris beaucoup de risques. Beaucoup de risques en le faisant aussi. Et je pense que certains qui critiquent, je ne suis pas là pour défendre le président Tchani. Il est capable de se défendre. Certains sont derrière, excusez-moi de le dire, derrière leur femme quand lui, au moment où pendant 48 heures, on ne sait pas ce qu'il devient. On ne sait pas ce qu'il devient. Nous, on avait des frissons. Mais certains, ils étaient dans leur bar en train de boire leur coup, ils étaient avec leurs femmes. Et maintenant, ils sortent pour dire des choses. C'est trop facile. Bien sûr. C'est trop facile quand on n'a pas pris le risque de se dire machin. D'accord. Voilà. Donc, j'ai dit, il a créé une population qui ne peut plus... Il ne peut plus reculer. Il ne peut plus reculer. Il ne peut plus reculer. D'accord. C'est sa force, mais c'est aussi sa faiblesse. Parce qu'il ne peut plus dire à ces gens-là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, tout à fait. Il faut aller de l'avant. Voilà, il faut aller de l'avant. Et vraiment, ce que moi je souhaite, par la grâce du bon Dieu là, c'est que Dieu le protège lui, le CNSP, pour que nous ne retournions pas à la case de départ. À la case de départ. D'accord. Et ça, je pense que toutes nos prières vont vers là. Merci, monsieur. Oui, nous, qu'est-ce que vous allez ajouter rapidement? On va moi, ce que je vais ajouter, c'est qu'il est important que nous apprenions à avoir confiance en nous-mêmes. Que nous apprenions à reconnaître que ça, là, ce n'est pas un acte humain, c'est divin. Moi, je sais. Et je sais beaucoup de choses. D'accord. Je sais beaucoup de choses. Et je sais que j'ai même pu le dire à plusieurs occasions
à certains que même l'affaire de Barré, là, un jour viendra où ça va se faire. Et le jour où ça va se faire, là, eux là qui ont été à la base de ces manipulations, ils ne seront pas capables de faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près dans cette prophétie-là, si on peut le dire, qui est encore annoncée il y a quelques années, ça fait une quinzaine d'années, que c'est pas la peine même. C'est pour ça, à un moment donné, on a même considéré qu'il faut remettre les choses entre les mains. Et je disais à mon frère, quand il était venu, j'ai dit, Kobar Molokachi, ça va finir et ça va venir. Okay. Maintenant, quand c'est arrivé, mais imaginez le 26 juillet là, mais le 26 juillet, c'est pas un acte humain. Le 26 juillet, c'est de raisons, ça va entacher de kai. D'accord. C'est important. Maintenant, ce qu'il y a dedans, voilà. J'ai expliqué aux gens, ceux qui ne connaissent pas l'histoire entre le pharaon et Moïse, les rapports qu'il y avait. Quand le pharaon a défié Dieu, il dit que c'est lui Dieu. Dieu a décidé de montrer que c'est lui le vrai Dieu et il a créé Pharaon. Il a créé chez le Pharaon son Moïse et il a élevé, il connaît tout de la maison. Et le moment venu, il a décidé, Dieu l'a donné l'arme qui lui permet de combattre le Pharaon. Et le Pharaon a été littéralement combattu. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Dieu qui a quand même donné à Moïse son bâton pour qu'il puisse faire passer ces gens et que l'autre soit pratiquement immergé par l'eau et qu'il meure à travers ce qui est arrivé. Et Dieu a empêché que son corps disparaisse pour que l'humanité retienne la leçon depuis cette date-là par rapport à ce qui arrive. Donc, pour dire par rapport à la question. Voilà, à l'enquête. Hein. À l'enquête. Concrètement, comment ça va se passer? Ce qui doit se faire. Voilà. Il y a deux choses. Nous devons viser deux choses. Nous devons viser la connaissance de la vérité des faits. Et l'exploitation de cette situation pour construire un avenir sûr par rapport à notre projet de refondation de la République. En réalité, notre République, elle est mal fondée. Et si vous avez écouté le président Tchani, et c'est en cela que c'est important, chaque fois qu'il parle, il ne se limite pas à ce qui s'est passé de 1960 à aujourd'hui. Non, non. Il parle de la pénétration coloniale à aujourd'hui. Donc on a été déconnecté, désaxé, dérouté depuis que le colon a pénétré notre espace et a décidé de venir nous désorienter et nous désaxer. Et l'ambition qu'il nourrit, correspond exactement à la même ambition qui nous a amené, nous, à déterminer l'idée qu'il faut refonder la République parce qu'on est mal parti, il faut récler, il faut que ce pays-là, on reprenne la fondation. On a des valeurs qu'on a perdues à cause de la pénétration coloniale, à cause de l'éducation de la colonisation. Maintenant, aujourd'hui, comment on va revenir à ça? Alors, Barré, c'est bon de savoir c'est qui et qui les acteurs locaux. Je vous ai parlé de l'opération Baobab. Je vous ai parlé des acteurs locaux. Tout le monde sait que le mardi est 6 avril, 7 avril, pardon, 6 avril, lorsque la Cour suprême a rendu les résultats du scrutin des élections locales, que les gens n'ont pas accepté, et ils ont trouvé que ce n'était pas bon. Ils se sont vite réunis le mercredi, le 7. Et quand ils se sont réunis, les gens du FRDD et tous les autres, ils ont décidé de faire une déclaration. Et ils ont rendu une déclaration le 8, le jeudi, pendant même que le Conseil des ministres se tenait, dans laquelle elle était lue par le président Momo Ousmane, en français. Elle a été traduite en germain par le président Jabakoy, et elle a été traduite en Hausa par le président Tanja, pour les rares cas, les rares fois qu'il avait pris la parole. Et dans ça, ils ont exigé la démission du président Barré. Et ils ont dit que si il ne devait pas accepter de démissionner, on va voir ce qu'on va voir. Et justement, le lendemain, on a vu ce qu'on a vu. Maintenant, quel est le lien qu'il y a entre cette déclaration et ce qui s'est passé sur le terrain? C'est ce que vous venez de dire. Le monsieur qui était Luc Wenke, qui était en connexion directe avec ce monsieur-là, là où vous l'avez vu, justement là où il était, parce que vous avez tous entendu Sanoussi Jakou le répéter et dire, voilà les gens, et parce que les acteurs qui étaient dedans, maintenant ce qu'ils ont fait, de façon très opérationnelle, on sait. Il y avait le commandant de la compagnie d'appui à l'époque,
qui était là-bas, c'était son petit qui était avec lui, son ancien collaborateur, qui est devenu le chef de la compagnie d'appui. Et donc lui, il était l'artisan complice au nom de la partie armée. Au nom de la partie armée. C'est eux qui ont identifié leurs gens. Ça, c'est la justice. La justice va, non, au moment venu, la justice va déterminer. Maintenant, c'est ça l'intérêt. Voilà. Si vous dites qu'on va faire la commission, ça va se savoir. Le moment venu, on va le savoir. Ce que je viens de. Et puis moi, ce que je vous dis. Oui. Mais par rapport à Ibrahim Barry, voilà, ni si c'est n'en tient qu'à moi, ni non. Moi, je n'ai rien à réclamer. D'accord. Parce que Barry, Dieu l'a payé. Chicana. Dieu a payé pour Barré. Parce que Barré, Dieu a fait d'abord que de ce que tout le monde connaît, Barré est devenu ce qu'il est devenu. Il est parti, il a fait son pèlerinage. Il est revenu de son pèlerinage. Il a été tué moins de 2 semaines après son retour. Et un vendredi. D'accord. Et qu'aujourd'hui, pour nous, en tant que musulmans, nous savons que mourir un vendredi, c'est une chance pour quelqu'un. Okay. Et il est mort, pas de mort naturelle, mais de la main de quelqu'un. C'est quelqu'un-là. C'est celui-là qui a pris la 14-7. Parce que la première fois qu'ils ont tiré, il n'était pas mort. On pouvait le sauver. Et donc, quand ils ont su que c'est pas ça, quand Wanké qui était là a su qu'il ne sait pas là, il est parti lui-même prendre la 14-7, il a tiré dessus et ça a ébranlé tout. Donc, ça là, le moment venu, ils sont vivants certains, d'autres ne sont pas là, mais ce n'est pas le plus. Maintenant, moi, ce que je me dis, c'est que les Nigériens doivent retenir. Vraiment, même si nous, on demande aujourd'hui que justice se fasse, vraiment, c'est juste pour qu'on sache qui a fait quoi. Voilà, parce que même si on décide de pardonner, et on sait toi tu as été qui à un moment donné de ta vie, quelqu'un qui a déjà mordu un serpent, ou qui a déjà mordu quelqu'un, et qui a déjà fait un truc, on le sait. Même maintenant quand on dit on va faire les enquêtes, on va faire ceci, tout ça, là, si tu as été déjà reconnu comme quelqu'un qui a posé un type d'acte ignoble, mais évidemment, quand on va faire l'enquête de moralité, on sait que dans la société, il y a des conditionnalités pour qu'on puisse prendre en compte ces gens. Donc moi, à mon avis, Dieu a payé pour Paris. Ok. Je vais répondre d'abord, parce que je réponds à travers sa réponse, je réponds au public. Je vous ai dit que le premier scénario, c'était qu'ils abattent l'avion. Tout à fait. Présidentiel. Pour sortir les mouchoirs, tous, hein, pour pleurer, pour dire oui, Ibrahim était mon frère, tout ça. Mais Ibrahim était courant, mais le matin il a appelé Ablaye Moukela d'abord, à qui il a dit de monter dans l'avion avec lui, parce que c'est lui le cerveau, c'est pas Wanké. Wanké c'est un sous-fifre. Et ensuite, parce que Ablaye Moukela est en condition avec d'autres partis politiques. Et il a appelé Wanké ensuite. Il a dit, je sais ce que vous voulez faire, mais moi je ne vais pas vous toucher. Vous êtes des officiers subalternes, moi je suis général, je veux voyager. Donc je ferme cette parenthèse. Et moi je savais tout cela, puisque la veille même, on est venu, on devait faire des choses pour que le président ne voyage pas. Puisque, voilà, il faudrait profiter d'un voyage, puisqu'il ne peut pas faire un coup d'État. Et je vais même vous confirmer que quand Idriss Déby a pris, il a même dit aux avions de chauffer, parce qu'il voulait venir intervenir. Et il y avait la Libye intervenir, donc ils savent qu'il faut. La seule solution qui leur restait, puisque je vous ai dit qu'il y a une ambassade qui m'a envoyé quelqu'un pour dire à Ibrahim, voilà, je ne vais pas voyager. Ensuite, pour tomber à ce que l'autre a dit, mais si Ibrahim a giflé 1000 diables, mais le général Abdraman Chani, moi si je fais une échelle, il a giflé 10 000 diables. Donc, raison de plus pour que il puisse encore... Voilà, d'accord. Donc, en résumé, nous, on savait que ce jour allait venir. Et le jour où nous l'avons lancé, on était sur le même plateau, en fait, en débat. Ce que Dieu veut, personne ne peut l'empêcher. Et la seule différence avec Ibrahim, c'est que le général a compris très tôt que l'ennemi intérieur, c'est lui d'abord. Parce que Nietzsche et puis Che Guevara ont dit que quand vous voulez libérer un pays, si vous mettez 10 balles dans votre main, les 9, vous les réservez à l'ennemi intérieur. Parce que sans l'ennemi intérieur, l'extérieur ne peut pas entrer. Donc, il a bien fait de neutraliser
C'est bien dit. On va finir, monsieur le ministre, parce qu'on a fait quand même le tour du sujet. Maintenant, un mot, pour finir, un mot sur ce crime vraiment odieux, vous l'avez dit, afin que notre pays ne puisse vivre plus jamais une telle situation, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce qu'on a vécu le 9 avril, je pense qu'il ne faut plus jamais souhaiter une telle situation aujourd'hui dans le pays. Un mot, rapidement, on va finir. Moi, je pense que, en tant que médecin chirurgien, je pense que le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Tchani, il doit faire l'autopsie de ce qui s'est passé pendant le régime de Barré. Pendant le régime et le 9 avril. Et je crois que, comme l'a dit le petit frère, c'est-à-dire qu'il ne faut pas créer une hantise de ne pas voyager, mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Moi, je me rappelle un des voyages que nous avons fait avec le président Barré. Les gens qui suspectaient d'être dans le coup étaient dans l'avion avec nous. N'est-ce pas? Et j'ai toujours dit que l'assassinat du président Barré, il y a les forces étrangères, mais il y a les forces du mal intérieur. N'est-ce pas? Certaines ne sont plus de ce monde-là. Je crois que la justice divine va le faire. Mais il reste encore des gens qui sont là et qui gravitent autour du pouvoir actuel pour se refaire une virginité, on ne sait pas à quelle fin. D'accord. N'est-ce pas? Et je crois qu'en faisant l'autopsie, le président Tchani, il connaît bien la situation du Niger. Hein? Bien sûr. Il a fait le tour de toutes les compagnies, il connaît la situation. Et il peut avoir tous les renseignements dans toutes les langues. Vous avez vu, il a parlé en Hausa, il a parlé en germain, il a parlé en fulfulde. Partout, il peut y avoir des gens qui ne sont pas obligés de passer par lui ou par lui pour venir lui dire ce qu'il veut. Je suis peur, je vais venir lui dire en fulfulde ce que je pense. Je n'ai pas besoin d'interprète. Je crois que pour moi, c'est ça. Je pense qu'il faut... Merci, monsieur. Mais pour finir, je pense que aujourd'hui, si nous avons une armée qui est efficace, et si nous avons des intellectuels qui peuvent faire la concurrence partout, je pense que quelque part, c'est grâce au président Barré. Il a créé le Prytanée militaire. De là, toutes les forces militaires, les gens ont été bien formés là-bas. Et il a créé le lycée d'excellence, où les gens, on ne demande pas d'être le fils d'un tel ou d'un tel pour arriver. Les gens, c'est ce qu'ils ont dans le crâne qui arrive. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons dans l'armée toutes les spécialités. C'est fait en fait parce que le Prytanée existe. Sinon, à l'époque, on envoyait 2 ou 3 à Ouaga, 2 ou 3 à Dakar Bango, au Sénégal, à côté de celui. On envoyait un peu partout. Donc, c'était... Mais les former sur place, je crois que ça, il faut le reconnaître au président Barré. D'accord. Voilà. Quel sera votre message, rapidement? Non, mon message, c'est de dire les besoins de manifestation de la vérité ne visent pas à ramener le pays en arrière, mais plutôt à l'avancer. D'accord. Parce que connaître cette histoire permettra à la refondation de tirer beaucoup d'enseignements pour se donner les rudiments nécessaires afin de prévenir et de contourner les pièges de l'impérialisme, des valeurs locaux et de tous les ennemis internes et externes à la refondation. C'est fondamental. C'est fondamental. D'accord. Merci. Voilà. D'accord. Oui, nous, quel sera votre message rapidement? Je veux dire, moi, je vais continuer là où Abdoulaye a dit. En fait, nous sommes à un tournant. Un tournant historique. Pour nous, très attendu. Parce que ce n'est pas maintenant qu'on en parle. On n'a pas attendu même le 26 pour plaider cette situation-là. D'accord. Nous avons été à la conférence. On a fait la conférence, elle a pris des décisions. La conférence a été trahie littéralement par des gens qui sont censés exécuter les décisions qu'elle a prises. Ils ont décidé de mettre ces décisions de côté. Et c'est depuis là que nous étions en train de dire le pays est mal parti. On a fait une conférence. Et je suis revenu à rappeler aux gens que quand les gens s'en prenaient au régime de Kounché, c'était de l'injustice gratuite. Il plaidait que Kounché était un instrument à la solde de l'impérialisme, à la solde de ce qui était faux. Parce que Kounché, c'est lui qui a ramené la Chine ici. C'est lui qui a ramené la Chine populaire ici. Et qui a démontré. Et que lui, il est avec la Chine et non avec Taïwan. Et Barré, c'est lui qui est revenu comme en tant que fils spirituel de Kounché,
il a aussi ramené la Chine en lieu et place de Taïwan, qui était ramené par les issues de la conférence. Et qui n'ont pas été capables de faire sortir Taïwan, et ils ont crié Taïwan ou le chaos. Tout le monde connaît ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, on a eu Taïwan, on a eu le chaos. Donc, maintenant, ce que je dis, la question qui est là, et moi, je suis déjà achevé d'être convaincu que quand j'ai écouté pour la première fois, moi, je ne connais pas Tchani. Mais quand je l'ai écouté la première fois, quand il a décidé de parler en Hausa et en Jarma pour communiquer, quand les gens l'ont entendu, et moi et les autres Nigériens qui ont entendu ce qui sortait de ses entrailles, ce n'est pas un document écrit, c'est de ses entrailles que ça sort. Ça veut dire que c'est ce qu'elle a en lui. Ce n'est pas un écrit que quelqu'un l'a amené, c'est comme le jour où il a parlé avant-hier. Et c'est pas il a fini ce qui est écrit par les autres, maintenant il est venu, il a dit tout ok. Et il a commencé à parler lui-même, et il a dit, c'est sorti de sa bouche, il a expliqué ce qu'il a expliqué. Bon, ceux qui peuvent comprendre ont compris. Et donc, ce que je veux dire, l'intérêt de cette enquête, ça nous permettra d'avoir une idée de ce que nous avons toujours été. Et comment on a eu des erreurs. Vous savez, on a fait les événements de 74, les événements de 96, les événements de 99, mais on n'a jamais évalué ça pour voir qu'est-ce qui a amené ça. Le coup d'État de 74 et 76, c'est un coup d'État qui a été fait dans les conditions qu'on connaît. Ensuite, on a vu la suite, comment les choses ont évolué. Tout ça là, quand on fera cette commission d'enquête avec des gens fiables. Tout à fait. Je veux dire des gens fiables, pas des gens qui vont torturer les choses, qui vont dire des choses pour faire plaisir ou des choses pour nuire, mais qui vont restaurer la vérité. Ça va permettre justement d'avoir des pistes pour l'action, pour protéger notre processus actuel de la restauration et protéger notre démarche actuelle qui ne se limite pas à ce qu'ils sont en train de dire. Ce que Tchani a dit et qui est très important, que moi-même j'épouse, c'est qu'on a dit que nous sommes en train de chercher à reconstruire notre République sur nos valeurs et nos réalités. Et nos réalités, c'est à quel moment elles ont commencé à être coupées depuis la colonisation. Et donc on a dit qu'on va mettre un comité qui va réécrire l'histoire du Niger. On suivra ceux qui vont être amenés à retenir. C'est une bonne chose. Quand cela va être fait, on va restituer la vérité. Et enfin, lorsque cela va être fait, moi je suis convaincu, le Niger a une responsabilité historique, pas seulement pour nous, peuple nigérien, mais pour l'AES et pour l'Afrique. Merci nous. Votre message, on va finir donc, ce que je peux dire d'abord, rapidement, je vais, si vous me permettez, exprimer ma gratitude de la famille, des parents, amis et connaissances, au général d'armée, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées et surtout de la magistrature, puisque c'est au nom de ça qu'on peut ouvrir l'enquête. Parce qu'à ce stade déjà, quelque chose qui va arriver après, qui relève du Tout-Puissant, nous on est déjà satisfait que c'est le premier président qui est venu, qui a compris l'enjeu et qui a décidé, puisque c'est lui qui a le final cut, comme on dit. Vous avez fait, les assises ont fait des propositions. On aurait pu, pour des raisons, surtout, il y a de bonnes raisons, moi je le sais, et de par son entourage, de ne pas accéder à la demande d'enquête. Il y a beaucoup de monde qui est intéressé. Moi je le sais. Je le sais. J'ai fait mes enquêtes. On m'a informé de beaucoup de choses que je savais avant. Donc, pour les leçons, les personnes dont vous parlez, on était déjà au courant, on a informé le président, on a pris des dispositions, mais ils sont allés pleurer. Il a dit que ce sont ses amis et on a laissé tomber. D'accord. Bon, donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Voilà. Prendre moins de risques. Même Poutine ne voyage pas dans un avion. Ah non, c'est très important. Très bien, monsieur. Mais c'est très important parce que tout ça, c'est un seul homme qui a décidé. Il y a un général qui a dit, celui qui a fait la chose, c'est pour lui la chose. Tout à fait. La chose de la refondation, ce n'est ni Seydou qui est en face de moi, même s'il est patriote, ni nous, Azika. Encore moins moi, c'est le général d'armée. Et c'est lui qui doit savoir, en neutralisant les ennemis intérieurs,
Parce que l'extérieur ne peut pas arriver s'il n'y a pas l'intérieur. Okay. Si vous n'avez pas un serpent dans votre maison, rien ne peut vous arriver. Merci. Et la tradition nous dit que quand vous attrapez un serpent, il faut écraser la tête. La queue ne sert à rien. D'accord. Merci. Merci vraiment, Djibril Baré, pour votre contribution et les informations en tout cas que vous avez apportées sur ce plateau par rapport à l'assassinat du président Baré, sans doute qui vont aider dans l'enquête qui va suivre, puisque les recommandations des sont très claires. Il faut faire la lumière et je pense qu'avec ces éléments, sans doute, ça va guider les enquêteurs qui vont s'occuper de ce dossier. Vraiment, merci pour votre contribution. Merci aussi, Monsieur le ministre, vraiment pour votre témoignage. Vous l'avez dit, et je sais que ce témoignage, sans doute pour tous ceux qui vont regarder ces débats-là, ça va faire froid dans le dos. Quand vous avez dit, vous-même, vous avez découvert le corps du président Baré, les conditions dans lesquelles, je pense que c'est quelque chose qu'il faut désormais éviter dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas quand même, ça c'est ma conviction, tu es un président en exercice, et de cette manière, c'est pas normal, il faut dire la vérité, et il faut que demain on tire les leçons pour éviter de telles situations. Vraiment merci pour votre témoignage et les conseils aussi que vous avez prodigués, Monsieur le ministre. Vraiment merci beaucoup. Ablaye, merci aussi pour votre contribution. Ce débat ou ce dossier vous tenez à cœur, parce que c'est pas la première fois. À chaque fois qu'on parle de la mort de Baré, en tout cas, vous avez toujours su défendre ces positions. Aujourd'hui, c'était une occasion, il faut dire la vérité. Vous l'avez tous dit, c'est la première fois, mais quand même, je pense qu'on a un devoir, nous tous, aujourd'hui, à l'occasion de la commémoration de l'assassinat de Baré, d'en parler. Parce que pour au moins expliquer qu'est-ce qui s'est passé, on l'a fait à d'autres circonstances, pour d'autres présidents qui ont perdu la vie. Parce qu'à chaque fois, il faut rappeler ce que l'homme a fait. Ça, on l'a toujours fait. Je pense que ce n'est que justice rendue pour Baré, on l'a fait pour expliquer ce qui s'est passé. Vraiment, merci pour votre contribution et toutes les propositions que vous avez eu à émettre par rapport à ce dossier. Et j'espère que, comme vous y tenez, vous allez suivre pas à pas cette enquête comme l'huile sur le feu. Vraiment, merci. Nous, Ardjika, merci pour les rappels historiques. Parce qu'on a vu, nous, on n'oublie rien de tout ce qui s'est passé depuis une mémoire. Une mémoire à l'image de Jacou, de feu Jacou qui est parti. Et nous, vraiment, merci pour votre contribution et les rappels historiques que vous faites souvent pour que les gens comprennent ce qui s'est passé. Et je vois aussi que cette enquête vous tenait beaucoup à cœur et sans doute vous avez dû défendre ça au niveau des assises, j'imagine. Donc pour qu'on arrive à cette recommandation que nous tous on a salué et qu'on attend de voir cette vérité sur la mort de Baré qui va sans doute essayer d'apaiser le cœur de la famille, parce qu'il faut dire la vérité, la famille est là, ça fait des années. La famille est là, et puis même pour le Niger, pour que les gens puissent vraiment faire le deuil normalement, et que la paix revienne dans les cœurs des uns et des autres. Vraiment, merci à tous. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres occasions. Merci à tous. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous. Au revoir.